Bonjour, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je suis ici justement pour vous présenter les résultats d'un gros projet de recherche qui a été de faire l'évaluation des bioaérosols et des gaz qu'on retrouve dans différents sites de compostage, soit de résidus qui proviennent du milieu de l'agriculture ou les résidus résidentiels qu'on retrouve dans les bacs bruns en avant de vos maisons. C'est un projet de recherche qui a regroupé, comme on peut voir ici, plusieurs intervenants. Il a été fait en collaboration avec l'Institut de recherche de cardiologie et de pneumologie de l'hôpital Laval et aussi le Centre de recherche industrielle du Québec. Donc, il y a eu plusieurs chercheurs impliqués, postdocs, agents de recherche, techniciens et aussi il y a eu 4 étudiants qui ont pu travailler dans le cadre de leur maîtrise là, sur ce projet-là, des étudiants de l'Université Laval et aussi de l'Université de Sherbrooke. Donc, une petite introduction pour vous expliquer un peu d'où est venu l'intérêt des chercheurs de regarder l'exposition des travailleurs qui travaillaient dans les sites de compostage. Donc, tout le monde le sait maintenant que la gestion des matières résiduelles organiques est une priorité tant politique qu'environnementale. En fait, c'est que lorsqu'on enfouit les matières organiques dans les sites d'enfouissement, il y a une décomposition qui va produire des gaz à effet de serre, principalement le méthane, qui est un gaz qui est encore plus nuisible que le CO2 pour l'environnement. Donc, suite à ces connaissances-là, il y a eu des plans d'action du gouvernement québécois qui ont décidé d'interdire l'enfouissement des matières organiques à partir de 2020. Donc, il fallait trouver des alternatives. Le gouvernement a décidé de favoriser le recyclage des matières organiques par 3 moyens principalement, soit l'épandage sur les sols des matières organiques, le compostage et aussi la biométhanisation. Donc, si on veut favoriser le compostage, c'est évident qu'on va avoir une augmentation des sites de compost et par le fait même, une augmentation des travailleurs qui vont avoir à travailler avec ce produit. Donc, dans un contexte plus rapproché au niveau de la santé au travail, on sait que le compostage, dans le fond, c'est un processus de valorisation de la matière organique, mais qui demande une décomposition aérobie. Donc, évidemment, demande l'action des micro-organismes pour produire cette décomposition-là. Les micro-organismes, par leur métabolisme, vont produire des gaz, ce qui va automatiquement entraîner l'exposition des différents travailleurs, tant aux micro-organismes et aux gaz. Mais comme la matière première qui doit être manipulée, c'est du compost qui contient des micro-organismes et qui va produire des gaz, c'est pas possible d'éliminer ces contaminants-là directement. Donc, il était intéressant d'essayer d'évaluer c'était quoi ces niveaux d'exposition-là et quelles étaient les conditions qui produisaient plus ou moins de gaz ou de particules dans l'air, dépendamment là, des processus ou des tâches qui étaient faites par les travailleurs. Donc, déjà, avant le projet, on savait que le compost, c'est un processus de métabiose, c'est-à-dire que c'est un processus dans lequel la flore microbienne va évoluer tout au long du processus de transformation. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes micro-organismes qu'on a dans le compost. La flore, elle va changer dans le temps, dépendamment des étapes de transformation, dépendamment de où on est au niveau de la maturation de notre compost. Et qui dit que notre flore microbienne change, bien, nos gaz qui vont être produits vont également changer dans le processus. La deuxième chose qui était bien connue au niveau du compost, c'est qu'on sait que lors du compostage, on a une augmentation de la chaleur à l'intérieur de nos andins et qu'il y a certains micro-organismes pathogènes qui vont être favorisés lorsque les températures vont devenir plus élevées. Et certains de ces micro-organismes-là sont aussi reconnus pour leurs effets à la santé, notamment l'Aspergillus fumigatus, certaines légionnelles et des thermoactinomycètes aussi. Un autre fait qui était bien connu, c'est que dans tous les milieux où il y a une concentration élevée de bioaérosols, il y a aussi fréquemment une augmentation des fréquences de pathologies tant respiratoires que cutanées. Donc, c'est fort de toutes ces connaissances-là que l'équipe de recherche a vu l'intérêt de s'intéresser de façon plus pointue aux nouveaux sites de compostage qui allaient éventuellement là, voir le jour dans la province au Québec. Ce
qui était moins connu, par contre, c'était la caractérisation fine du microbiote qui est présente dépendamment des étapes. Donc, on sait que la flore change, mais on ne savait pas vraiment quels étaient les micro-organismes en fonction de quelle étape et est-ce qu'il y avait vraiment une grande différence là, dans le cours du processus. Et aussi, on ne savait pas si, dépendamment des intrants ou des substrats qu'on place dans notre compost, si la flore microbienne allait toujours être la même. On ne savait pas non plus quels étaient les niveaux réels d'exposition des travailleurs, tant aux agents microbiens et aux gaz. On savait qu'ils allaient être exposés à des choses, mais on ne savait pas vraiment quelles étaient les concentrations et si ces concentrations-là allaient être aussi les mêmes là, durant tout le processus de transformation. Et finalement, une autre chose qui nous intéressait, c'était de voir s'il y avait des facteurs qui pouvaient influencer l'exposition. Est-ce qu'il y a des tâches que les travailleurs font qui vont augmenter l'aérosolisation, qui vont donc par le fait même augmenter leur exposition? Et aussi, est-ce qu'il y a des paramètres directement dans notre compost qui peut avoir une influence sur la flore microbienne qui va être retrouvée dans l'environnement? Donc, les objectifs du projet, c'était d'évaluer, mais aussi de comparer les concentrations de gaz et de bioaérosols qui étaient retrouvés dans 3 sites de compostage qui utilisaient des matières organiques différentes, et ça dans une optique d'estimer les risques à la santé. De façon très spécifique, on voulait aussi tenter de confirmer la présence des différents agents pathogènes qui avaient été identifiés, puis de peut-être investiguer leur utilisation comme indicateur de risque pour faciliter le suivi des sites de compostage dans le futur, pour pas toujours avoir, vous allez voir tantôt, il y a beaucoup de différents contaminants qui ont été mesurés. Est-ce qu'on est capable d'en cibler quelques-uns qui vont nous donner une meilleure indication du risque? Donc, c'était un des objectifs spécifiques. Et l'autre objectif, c'était vraiment de voir si, selon les paramètres du compost, est-ce qu'effectivement, on peut faire des liens sur des variations au niveau de l'exposition. Donc, les 3 sites qui ont été choisis, c'est 3 sites qui traitaient de différentes matières organiques. Le premier site traitait des résidus domestiques, donc je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on met dans les bacs bruns. Donc, ce qui était récolté dans les camions va être acheminé au site directement. Et ensuite, sur des convoyeurs, ça va passer en avant des travailleurs qui vont devoir retirer toutes les choses que nous avons mis dans le bac brun qui ne doit pas aller dans le bac brun. Et une fois que ce tri négatif-là va avoir été fait d'enlever les matières indésirables, le compost va être acheminé dans des tunnels qu'il va prendre environ 1 mois à traverser pour commencer son processus de transformation et ensuite va être entreposé à l'extérieur dans des andins pour poursuivre sa transformation et la maturation. Donc ça, c'est le premier site qui a été fait, c'est les résidus domestiques. Le deuxième cycle, c'est un agriculteur qui utilise le compost pour faire le compostage des carcasses de ses porcs qui décèdent ou des placentas aussi qui recueillent dans la maternité. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il forme des andins. Lorsque nous, on est allés, c'était des andins qui étaient faits à partir de copeaux de bois, mais il peut utiliser d'autres intrants dépendamment de ce qui est disponible pour lui. Et il va placer les carcasses ou les placentas à l'intérieur de ces tas de compost-là pour composter ces matières organiques-là. Et un coup qu'il obtient son compost en fin de processus, bien, il peut aller l'étendre sur ses champs directement. Et le troisième site, c'était aussi un milieu agricole dans lequel il y avait le compostage des fumiers qui provenaient d'une ferme de bovins laitiers. Donc, dans cette ferme-là, l'agriculteur sortait le fumier de son étable et il plaçait directement en andin dans des cellules différentes et il y avait un processus de compostage et jusqu'à l'épandage là, en fin de processus de maturation. Donc, ici, on voit au niveau méthodologique tous les différents contaminants qui ont été mesurés dans l'air. C'est une approche assez complexe qui a été faite pour ce projet-là parce qu'on voulait avoir vraiment un portrait très large des contaminants. Donc, on a les méthodes plus traditionnelles de mesure des poussières totales sur les cassettes qui sont utilisées régulièrement en hygiène industrielle. Il y a les mesures aussi des endotoxines, qui est une mesure qui est quand même assez bien utilisée et connue. La flore cultivable qui a été faite ici à l'aide des impacteurs à 6 étages parce qu'on
on s'attendait à avoir quand même une charge importante de micro-organismes. Puis si on voulait être capable de faire nos décomptes puis pas avoir une sursaturation de nos milieux de culture, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de séparer sur 6 étages différents. Mais ça nous apporte aussi un autre intérêt, c'est que ça nous donne la granulométrie des différentes particules qui sont retrouvées dans le milieu. Au niveau un petit peu, évidemment aussi, il y avait tous les gaz et les composés organiques volatiles qui étaient mesurés à l'aide d'appareils à lecture directe. De façon un petit peu plus innovante dans ce projet-là, il y a eu aussi l'utilisation avec le PCR ou la détection moléculaire, la détection ciblée de différents pathogènes qui étaient d'intérêt. Donc qui sont reconnus pour leurs effets à la santé. C'est des systèmes de détection très spécifiques qui nous permettent d'aller chercher dans le milieu si la présence de tel micro-organisme, si on est capable de voir l'ADN de ce micro-organisme-là. Une autre approche innovatrice, c'est une approche qui utilise le séquençage de deuxième génération et la métagénomique, qui nous permet d'avoir un portrait global de toute la biodiversité qui se retrouve dans les environnements qu'on étudie. Ici, on a étudié autant l'air que le compost lui-même pour essayer de voir s'il y avait une différence au niveau des micro-organismes qui pouvaient être retrouvés. Et finalement, il y a eu aussi l'utilisation de l'UV-APS qui nous permet d'évaluer en temps réel les concentrations et la granulométrie des particules tant microbiennes que totales dans l'environnement. Ça nous permet de voir s'il y a certaines tâches ou manipulations qui sont faites par les travailleurs qui vont produire une augmentation, dans le fond, des concentrations dans l'air ambiant. Il y a également eu au niveau, dans ce projet-là, tout un suivi au niveau du compost. Donc ici, on voit tous les paramètres qui ont été suivis lors de chaque intervention. Donc, ce sont les paramètres qui sont normalement suivis dans les composts afin de s'assurer de la qualité du compost là, en fin de processus. Donc, nous voici au niveau des résultats. Comme il y avait beaucoup de résultats, vous avez vu qu'il y a beaucoup de paramètres. Je vais vous présenter seulement une fraction des résultats, mais si vous êtes intéressé, dans le rapport de recherche, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des résultats. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment les résultats qui, selon moi, là, avaient un intérêt un petit peu plus marqué. Donc, au niveau de la flore cultivable et des endotoxines, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats pour les moisissures mésophiles et les bactéries mésophiles. Donc, au niveau des bactéries, ici, on voit la concentration en unités formatrices de colonies. Donc, c'est la flore cultivable seulement. Pour chacun des sites de compostage et chacune des interventions. Au niveau des bactéries totales, le mésophile, le niveau recommandé est de 10 000 UFC par mètre cube d'air. Donc, si on voit ici la petite fraction grise dans le bas de chaque histogramme, c'est la limite recommandée, le niveau recommandé. Donc, c'est pas difficile de constater qu'on voit que dans la très grande majorité, lors de la très grande majorité des interventions, les niveaux de bactéries totales rencontrés sont largement supérieurs au niveau recommandé. Principalement au niveau du site domestique où on voit que les concentrations sont supérieures à 100 000 unités formatrices de colonies par mètre cube d'air. Ce qui est important de souligner, par contre, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence importante entre les 3 sites. Au niveau des sites agricoles de fumier et de carcasses, les travailleurs vont être exposés pendant des périodes très courtes et de façon très sporadique. Des fois, ça va être 15 minutes, 30 minutes, mais quelques fois par mois. Alors que dans l'usine domestique, les travailleurs sont exposés 8 heures par jour, 5 jours par semaine, parce qu'ils sont toujours en avant du convoyeur en train de faire le tri. Donc, leur niveau d'exposition, leur durée d'exposition n'est vraiment pas la même là, dans les 3 sites. Donc, voici pour les bactéries. Si on regarde au niveau des moisissures, le niveau recommandé est de 1000 unités formatrices par mètre cube d'air. Encore une fois, la petite partie grise en bas, c'est le niveau recommandé et ce qui est en brun est la fraction qui dépasse les niveaux recommandés. Donc, on peut voir qu'encore une fois, dans la très grande majorité des interventions, les dépassements sont importants. Mais cette fois-ci, on voit qu'il y a un des 3 sites qui ressort du lot, c'est le site où il y a le compostage des carcasses et des placentas. Cette grande différence-là pourrait être attribuable, en fait, tantôt, je vous ai expliqué qu'ils utilisent des copeaux de bois pour former leurs andins.
Donc, le bois étant un très bon substrat de croissance pour les moisissures, ceci pourrait expliquer pourquoi à ce site, les concentrations de moisissures sont si élevées par rapport aux autres sites. Et au niveau des endotoxines, le niveau recommandé qui est de 90 unités d'endotoxines par mètre cube d'air a aussi été dépassé lors de toutes les interventions. Encore une fois, la petite fraction grise en bas qu'on a peine à voir est le niveau recommandé et la fraction brune est le dépassement. Donc, encore une fois, au niveau des carcasses et au niveau du site de résidus domestiques, on voit que les concentrations d'endotoxines peuvent être très élevées. Ce qui a été intéressant de constater, non pas que les travailleurs sont exposés à des concentrations élevées, mais on pense que comme la méthode d'analyse des endotoxines est une méthode qui est quand même assez rapide, qui est bien standardisée ici, ça pourrait être un bon indicateur de risque qui pourrait être mesuré. C'est facilement mesurable comparativement aux analyses avec la flore cultivable qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus laborieuse. Donc, ça serait une proposition d'utiliser les endotoxines comme étant des marqueurs de risque pour nos milieux, les sites de compostage ici au Québec. La deuxième série de résultats va traiter des indicateurs de risque qui ont été faits par détection de biologie moléculaire. Donc, ce sont des indicateurs que nous avons ciblés. Ici, je vous présente les 5 cibles, dans le fond, qui ont donné des résultats qu'on croyait intéressants. Donc, ici, on voit les concentrations qui ont été mesurées dépendamment des différents indicateurs. Donc, au premier rang, en avant, nous avons la Legionella pneumophila. En jaune, c'est la Legionella SPP, donc toutes les espèces de Legionella confondues. Ensuite, il y a l'Aspergillus fumigatus, les Thermoactinomycètes, S. rectivirgula et finalement les Mycobacterium SPP. Donc, il ne faut pas s'alarmer, ce n'est pas Mycobacterium tuberculosis, c'est des Mycobacterium environnementaux principalement, mais c'est quand même des indicateurs de pathogénicité éventuellement ou des indicateurs des agents qui peuvent avoir des effets à la santé. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que les concentrations vont varier d'un site à un autre. Il y a des sites pour lesquels plusieurs pathogènes sont présents. Si on regarde, entre autres, le site, encore une fois, des carcasses et des placentas, on voit qu'à un moment donné, il y a au moins un des indicateurs de risque qui pourrait être présent. Donc, les chercheurs ont pensé que c'était les 5 indicateurs qui pourraient, encore une fois, être utilisés dans l'avenir pour faire l'évaluation des risques au niveau des sites de compostage. C'est une méthode qui est très rapide, qui donne des résultats en dedans de quelques jours. Donc, on n'a pas besoin d'attendre après la croissance et le dénombrement là, de la flore cultivable. Donc, c'est sûr que c'est des méthodes qui sont plus innovantes, mais c'est des méthodes de l'avenir, c'est les méthodes vers lesquelles on devrait se tourner là, le plus rapidement possible pour faire les évaluations là, des travailleurs au Québec. L'autre approche innovatrice qui avait été utilisée dans le cadre de ce projet-là, c'était les études de biodiversité en utilisant du séquençage. Donc, ce qu'on fait dans ces approches-là, c'est qu'on regarde globalement dans l'échantillon quelles sont les séquences qui sont présentes, c'est quoi l'ADN qui est là, et pour chaque brin d'ADN qui est découvert, on essaye de lui fixer un nom ou une identité. Donc, si on regarde globalement au niveau des règnes, on peut voir ici la première colonne de chaque site, c'est ce qui a été retrouvé au niveau du compost, donc dans la matière même. Et la deuxième colonne, c'est ce qui a été retrouvé au niveau des échantillons d'air. Ce qui est intéressant de constater, entre autres, dans ces échantillons-là, c'est qu'on voit que la proportion des actinomycètes dans le compost est toujours plus faible que la concentration dans l'air. Donc, ce qui a été possible de faire, c'est de mettre en évidence qu'il y a ce qu'on appelle une aérosolisation préférentielle, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve dans l'air n'est pas toujours exactement la même chose que ce qu'on retrouve dans nos matrices, ce qui veut dire que notre matrice ne peut pas toujours être un bon indicateur de ce à quoi nos travailleurs vont être exposés. Donc, c'est important de faire les échantillons au niveau de l'air, même si parfois l'échantillonnage est un petit peu plus complexe. Donc, de façon un petit peu plus fine, au niveau encore du séquençage de deuxième génération, au niveau des protéobactéries, un fait intéressant qui a été observé, c'est que dans le site de compostage des carcasses, on a trouvé
une très grande proportion de Legionella, qui est un agent qui est reconnu pour ses effets à la santé. Donc, c'était quelque chose qui était quand même surprenant de retrouver en aussi grande proportion dans l'air de ce site-là. Et au niveau des actinomycètes, c'est Saccharopolyspora qui a été retrouvé, qui est aussi, lui, un indicateur, qui est aussi reconnu pour ses effets à la santé. Donc, les études de biodiversité, même si pour le moment, c'est des études qui sont beaucoup plus utilisées en recherche, c'est quand même des nouvelles méthodes ou des nouvelles avenues qui peuvent apporter des informations très intéressantes là, au niveau de la santé au travail, au niveau des nouvelles approches qui peuvent être utilisées. Au niveau des particules et des gaz, je vais simplement présenter au niveau du diamètre aérodynamique qui ont été obtenus avec l'UV-APS. Tout ce que je peux vous dire au niveau des concentrations qui ont été mesurées, c'est que dès qu'on touche au compost, il y a une aérosolisation et il y a une augmentation des concentrations. Donc, j'ai décidé que je ne vous présentais pas ces résultats-là. Mais ce que je vous présente, c'est le diamètre. Donc, on peut voir que tant au niveau des particules non fluorescentes, donc totales, que des particules fluorescentes, les diamètres aérodynamiques sont quand même faibles. On les retrouve dans la fraction respirable et thoracique. Donc, c'est-à-dire que les travailleurs vont pouvoir inhaler et avoir certaines de ces particules-là qui vont pénétrer même au niveau profond des poumons. Au niveau des gaz et des poussières, c'est la partie très intéressante. On voit que, bien, pour les travailleurs, en fait, c'est qu'on voit que les concentrations qui ont été mesurées sont majoritairement du temps très faibles. Il y a 3 reprises où on atteint les valeurs d'exposition et c'est toujours dans le site où il y a le compostage du fumier. C'est pour le méthane, l'azote, l'ammoniac et le dioxyde d'azote. Au niveau des paramètres du compost, la majorité des paramètres respectent les valeurs optimales de compostage, sauf pour la teneur en eau dans le fumier, qui est beaucoup trop élevée, ce qui était un peu attendu à cause de la matière première. Mais ce que ça va provoquer souvent, c'est des déficiences en oxygène à l'intérieur de l'andin qui va faire qu'on va perdre notre compostage aérobie, nos paramètres, nos caractères aérobie qu'on voudrait avoir. Il y a aussi le taux d'assimilation en oxygène qui n'a jamais atteint les niveaux inférieurs de 400. Ça veut dire qu'on n'a jamais été capable d'avoir un compost qui était réellement mature tout au long du projet. Donc, toutes les évaluations ont été faites avec des composts qui étaient encore en transformation. Et finalement, l'autre constat, c'est que le rapport carbone-azote n'est jamais optimal. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours assez de carbone à l'intérieur de nos composts. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire du compost. Le compost va se produire quand même, mais ça ne sera pas nécessairement optimal. Avec le suivi des différents paramètres, on a été aussi capable de faire un lien entre le pH et les moisissures ou les aspergillus. Donc, on voit que plus le pH est élevé, moins les concentrations de moisissures ou d'aspergillus sont élevées. Par contre, on n'est pas capable de dire si c'est les moisissures qui favorisent un pH qui produisent le pH acide ou si c'est la présence du pH acide qui va favoriser la croissance des moisissures. Par contre, il faut garder en tête que si le pH est trop élevé, trop alcalin, il va y avoir production d'ammoniac. Donc, il faut faire le choix entre concentration faible de moisissure et concentration élevée d'ammoniac. Donc, c'est pour ça que les pH ciblés sont souvent entre 6 et 8. Donc, un bon pH neutre, on se tient au centre des concentrations des émissions. Donc, en conclusion, on voit qu'au niveau de la flore cultivable, on a un dépassement systématique des niveaux recommandés, tant pour les bactéries, les moisissures et les endotoxines, ce qui fait que nos travailleurs qui sont impliqués dans les sites de compostage sont en fait exposés à des concentrations élevées. On voit aussi qu'il y a une aérosolisation préférentielle des actinomycètes, les actinomycètes étant reconnus pour leurs effets à la santé, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant là, de savoir. On a aussi confirmé la présence de pathogènes dans les 3 sites et on pense que ça serait cette nouvelle approche-là de détection moléculaire avec des pathogènes ciblés pourrait être une approche intéressante pour faire l'évaluation des risques dans les sites de compost. On a aussi retrouvé la présence de légionnelle de façon très importante au site de Carcasse et de Placenta.
Et on a été capable de démontrer que les concentrations et la flore des micro-organismes et des gaz variaient selon les sites, dépendamment des intrants, dépendamment du temps aussi, et des phases de transformation. Au niveau des gaz, on a l'ammoniac qui était supérieur à la norme au niveau du site de fumier. Par contre, les concentrations des autres gaz et des poussières étaient très faibles. Et au niveau du diamètre aérodynamique, on a aussi observé que les particules, la dimension des particules était faible. La majorité était inférieure à 4,7, donc était dans la fraction respirable. Donc, si vous voulez... aussi, excusez, je voulais dire, au niveau des portées limites, il faut dire que c'est des échantillonnages qui ont été faits en milieu extérieur, donc qui sont soumis souvent au vent, ce qui peut rendre compliqué l'échantillonnage. On a aussi, au niveau des limites, seulement 3 sites. Donc, les valeurs qu'on vous donne aujourd'hui, c'est bon pour ces sites-là qui ont été faits. Et comme les travailleurs bougent beaucoup, c'était parfois difficile de se rapprocher des zones de travail des travailleurs. Donc, on avait quand même une certaine distance, donc parfois une certaine dilution des contaminants entre l'échantillon et ce que le travailleur avait respiré. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a eu la publication de l'IRSST, le rapport 960 que vous pouvez lire. Mais il y a eu aussi 3 articles scientifiques qui ont été publiés sur le sujet. Il y a eu aussi plusieurs communications, tant au niveau provincial, national qu'international. Donc, je vous remercie. Je suis prête à vos questions.